Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères.
À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps. Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le Soleil tourne autour de la Terre ? Personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le Soleil se lève à l'est, le Soleil se couche à l'ouest. Le Soleil se lève à nouveau à l'est, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela, mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre ? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné.
au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse, le fait que la Terre tournait sur elle-même. Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de 5 interprétations littérales de la Bible, selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'église lui-même. Mais 100 ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation, car il avait un télescope. Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter, et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elle selon de véritables orbites, contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre Lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre. Galilée est devenu célèbre, ou tristement célèbre selon le point de vue, parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Ils ne correspondaient pas à la vision du monde acceptée, et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation, qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus, passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ces observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionnée. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre 2 nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire « la Lune est en orbite autour de la Terre ». La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée.
L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur est la Terre, même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil, le problème de la double planète. L'Union astronomique internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la 9e planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous, et la Lune non plus. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergol possible.
L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise, puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre. Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite, comme 2 balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugène Cernan, a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré 2 heures. Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969, à 2h56 et 15 secondes, en temps universel. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins 240 degrés Celsius. D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques, ou parfois encore plus littéralement, de malades de la Lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires. Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires, alors c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin pôle sud Aitken. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituels que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégé, et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178,
lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du Soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes, ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite ? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui ? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement, car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit. Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur ? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une Lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022, avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévue en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5 devraient être lancés respectivement en 2025, 2026 et 2027, chacun ayant une durée prévue d'environ 30 jours.